Vous avez choisi la FM Télévision, mesdames et messieurs. Nous vous disons sincèrement merci et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'Assemblée nationale et le Sénat se réuniront dans le tout prochain jour pour entériner le mandat des juges de la Cour constitutionnelle afin de compléter tous les membres qui constituent cet organe afin de lui permettre de prendre valablement des décisions, comme l'a fait savoir le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Suivez les détails dans cet élément signé Alain Goma. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a informé à la plénière du jeudi 7 novembre ses collègues sénateurs de la tenue cette semaine du congrès pour entériner le mandat de juge de la Cour constitutionnelle. Sur le 9 juges, 2 sont hors mandat. Le président du Sénat fait remarquer à ses collègues la nécessité d'entériner ces juges pour notamment permettre à la haute cour de décider valablement. En 2015, le juge Corneille Wasenda a été désigné par le Parlement et est à ce jour fin mandat, n'ayant passé comme membre de cette plus haute juridiction judiciaire du pays. C'est aussi le cas du juge Norbert Nkoulou, désigné par le président de la République en 2018. Le juge François Bokona, le quota du Parlement qui est à la Cour depuis 2018, peut aussi ne pas être épargné par ses remplacements. À 6 ans accomplis, on peut aussi être substitué. D'après le règlement intérieur du Congrès, la présidence de la séance est rotative. Le Sénat a présidé le dernier congrès tenu en 2023 pour auditionner les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. À l'époque, Bahati Lukwebo était président du Sénat. C'est le tour de l'Assemblée nationale où Vital Kamerhe, son président, va présider les travaux. Le congrès se clôture d'après son règlement à l'épuisement des matières à l'ordre du jour. Dans l'actualité, on parle également de la 10e session du Forum sur la sécurité et la défense entre Kinshasa et Brazzaville. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacques Manchabani, souhaite que ces assises aboutissent aux stratégies devant relever les défis sécuritaires communs. Il l'a fait savoir lors de l'ouverture de ce forum. Suivez. Jacques Manchabani et Zéphirin Mboulou, respectivement vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC et ministre de l'Intérieur de la République du Congo, ont conjointement ouvert ce lundi à Kinshasa les travaux de la 2e session ordinaire de la Commission spéciale défense-sécurité entre les deux pays qui vont notamment procéder à l'évaluation des résolutions adoptées lors de la 9e session tenue à Ngabé, de l'autre côté du fleuve Congo. Ces assises, facilitées par les présidents de ces deux pays, s'inscrivent dans l'optique de voir le peuple de la RDC et du Congo-Brazza vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Jacques Manchabani souhaite que l'issue de ces travaux de 3 jours entre experts, soit du lundi 11 au mercredi 13 novembre, aboutissent aux stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux révéler le nombre de défis sécuritaires auxquels Kinshasa et Brazzaville vont faire face pour les conditions sociales de population. Dans son speech, le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, Zéphirin Mboulou, a rassuré par sa part que son pays ne servira nullement de base arrière pour une quelconque initiative ayant pour but de déstabiliser un pays voisin, surtout pas la RDC. Il convient de signaler que la 8e session de la Commission spéciale de défense et sécurité, tenue en septembre 2022 à Kinshasa, avait permis aux deux pays de s'engager à améliorer la coordination de leurs forces de sécurité pour répondre aux menaces transfrontalières. La 9e session, elle, convoquée en juin 2023 à Ngabé au Congo-Brazza, avait souligné l'importance de mettre en œuvre les recommandations des sessions passées, une priorité pour le vice-premier ministre Peter Kazadi Kankonde, alors en poste, qui avait insisté sur la nécessité d'un engagement concret de part et d'autre.
Poursuite des travaux de la COP 29 à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Sachez que le Royaume-Uni a disponibilisé près de 11 millions de dollars américains pour l'initiative scientifique du bassin du Congo afin de permettre aux scientifiques de ce secteur à fournir les données et les informations nécessaires pour concevoir les politiques de la protection de la forêt tropicale du bassin du Congo. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État britannique lors de ces assises. Suivez. Le Royaume-Uni a annoncé aujourd'hui à la COP29 un financement de 11,7 millions de dollars pour l'initiative scientifique du bassin du Congo, CBSI. Ce soutien vise à développer les réseaux régionaux de scientifiques et à renforcer les capacités de recherche afin de fournir les données nécessaires à la protection des forêts tropicales du bassin du Congo. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État britannique des Affaires étrangères, David Lammy, dans le cadre du programme britannique Action forestière pour le bassin du Congo. Ce financement permettra au CBSI de soutenir des projets de recherche, de former une nouvelle génération scientifique dans la région et de développer une compréhension intégrée des transformations en cours dans cette vaste zone forestière. Le professeur Raphaël Timanga, co-président de la CBSI, a affirmé que cet appui permettra aux équipes de surveiller les forêts dans leur ensemble et de partager cette compréhension avec les décideurs et le monde pour protéger le bassin du Congo. L'ambassadeur britannique en RDC, Madame Alison King, a souligné l'importance de cette initiative pour accroître la connaissance sur ces écosystèmes vitaux. Nous en savons très peu sur les forêts du bassin du Congo et ce projet permettra aux scientifiques locaux de mener des recherches de première importance. Le scientifique de CBSI, en partenariat avec les autorités environnementales de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Cameroun et de la République du Congo, espère ainsi approfondir les connaissances sur le seuil critique de déforestation et de changement climatique. Le professeur Simon Lewis de l'Université de Leeds et coprésident de la CBSI a souligné ce manque de données en déclarant ce qui suit. Nous ignorons encore si le bassin du Congo possède un point basculant et si oui, à quelle distance nous sommes de le franchir. Ce soutien du Royaume-Uni est le premier financement majeur pour le CBSI depuis sa création officielle en octobre 2023 à Brazzaville lors du sommet des 3 bassins. La situation sécuritaire est au centre des discussions entre une délégation des 11 parlementaires et les autorités ougandaises. Cette délégation des 11 parlementaires qui séjournent à Kampala a pour mission de renforcer la coopération sécuritaire et apaiser les tensions bilatérales. Je vous propose les détails dans cet élément de Alain Goma. Une délégation parlementaire de 11 députés nationaux congolais, conduite par Lambert Mende Omalanga, entame une mission officielle à Kampala du 12 au 19 novembre. Cette visite vise à renforcer la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Ouganda pour promouvoir la paix et la coopération bilatérale entre les deux pays. Lors de cette mission, les députés congolais échangeront avec leurs homologues ougandais, notamment le groupe d'amitié RDC-Ouganda, sur les questions sécuritaires et le soutien à une diplomatie parlementaire constructive. La mère Mende Omalanga, chef de la délégation, a précisé ce qui suit. Nous sommes venus recevoir le terme de référence de cette mission interparlementaire qui vise à coordonner les actions entre nos deux parlements, en particulier sur la mutualisation des forces contre les ADF NALU dans l'est de la RDC. Les députés congolais espèrent renforcer la coopération en matière de sécurité, un enjeu crucial alors que les deux nations font face aux menaces de groupes armés dans les provinces de l'est de la RDC, notamment les forces démocratiques alliées ADF NALU. La mère Mende a souligné la nécessité de comprendre comment améliorer cette collaboration déjà en place entre le gouvernement de Kinshasa et de Kampala. Cette mission intervient dans un contexte de tension et de méfiance croissante entre la RDC et l'Ouganda,
alimenté par les allégations récurrentes sur l'implication présumée de l'armée ougandaise aux côtés du rebelle du M23, un groupe armé actif dans le Nord Kivu. Le climat de suspicion entre les deux pays est également alimenté par les accusations d'annexion de terres de Busanza dans le Rutshuru par l'Ouganda. Ces préoccupations ont été évoquées en 2023 par Juvenal Munobo, alors député national, qui avait appelé à un examen parlementaire sur la question. En juin 2022, la RDC avait suspendu la ratification des accords avec l'Ouganda en réponse des accords signés entre Kampala et Kigali que Kinshasa perçoit comme une trahison. La coopération bilatérale entre la RDC et l'Ouganda a récemment inclus le projet d'infrastructure comme l'accord de modernisation des 1182 km de route reliant les deux pays. États généraux de la justice, le président de la CNDH a exposé hier lundi sur les causes et les conséquences de l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. Paul Sapou Moukoulou a fait savoir que la Commission nationale des droits de l'homme a un regard sur les droits de l'homme et de toute personne sans discrimination. Je vous propose un extrait de son discours. Nous avons suivi les cas et les résultats sont là. Maître Kabwende a adressé un courrier et tous les autres pour encourager, féliciter la CNDH. Et ici, nous avons même la vice-présidente qui a été, qu'on a ici, qui a suivi ces cas-là. C'est pour vous dire que peut-être à cause de l'absence de beaucoup de médiatisation sur ces cas, faute de moyens, nous intervenons toujours lorsque nous sommes saisis parce que la CNDH est considérée comme cette institution, maison des droits de l'homme pour tous sans discrimination aucune. Voilà la réponse que je peux donner à notre compatriote avocat qui est là. Merci. La question relative à la révision constitutionnelle a figuré également au centre des débats lors des travaux des États généraux de la justice. Le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Saint-Coin Sigle, a souligné que pour les évêques catholiques, les conditions ne sont pas réunies pour organiser un référendum ou encore procéder à un changement de la Constitution. Suivez les propos de Monseigneur Donatien Cholet dans cet extrait choisi par votre rédaction. Oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de la revue du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de s'en donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, donc je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis. Est-ce qu'ils peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays? Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Et cette question soulevée par le Monseigneur Donatien Cholet continue à défrayer la chronique pour l'analyste politique Dani Chamala. La révision constitutionnelle est une nécessité étant donné qu'il y a plusieurs imperfections dans la loi fondamentale. Je vous propose de suivre la réaction de Maître Dani Chamala recueillie par Alain Goma et Torres Satib. En tant qu'analyste politique, j'ai vécu pendant la période de Joseph Kabila comme président de la République. J'ai constaté qu'il y avait certaines difficultés dans les actions que le président de la République à l'époque, Joseph Kabila, menait pour l'intérêt de la République.
Et j'ai vu aussi pendant le premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi, les mêmes difficultés se sont répétées. Alors, comment combler à ces difficultés? Il faut avoir un texte qui résout déjà tout ce problème-là pour permettre à ce que le président de la République soit libre de tout mouvement et qu'il puisse mettre en application sa vision qu'il a présentée donc à la campagne électorale auprès de la population. Ces difficultés se retrouvent à quel niveau? Je crois par exemple que lorsque le président de la République prête serment au mois de janvier, regardez à quel moment on vient nommer le Premier ministre. Regardez lorsque le Premier ministre est nommé, à quel moment le gouvernement est mis en place. Donc toutes ces tractations-là prennent beaucoup de temps. Et si je peux emprunter les dires de M. Delis Sanga, le président de l'Envol, il a fait le calcul pour dire, de Joseph Kabila jusqu'à ce jour, nous avons perdu 4 ans, jour pour jour, dans des tractations politiques, alors que le gouvernement n'est pas encore mis en place. Alors qu'un pays comme celui-ci ne demande pas à ce que nous puissions avoir autant de journées fériées et autant de jours de fête et de repos, parce que nous sommes dans un chantier. Nous devons reconstruire ce pays, comme disait Patrice Emery Lumumba. Nous devons chercher le pain à donner à la population congolaise. Aujourd'hui, plus de 110 millions d'habitants. Nous n'avons pas de champs, nous n'avons pas des usines de production, nous n'avons pas autant de choses qui peuvent faire à ce que ce pays puisse se développer. Alors tout ça, vous constaterez que c'est sur base de la Constitution que nous sommes dans cette situation ici. Donc nous devons faire des choses d'une manière à ce que les choses puissent évoluer pour la satisfaction de l'intérêt général, parce que c'est ça même l'action politique. Du vivant de Sphinx, donc le père de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, il avait dit ceci, que le jour que l'IDPS sera au pouvoir, l'IDPS changera cette constitution. Si aujourd'hui l'IDPS termine le mandat sans changer cette constitution, pour moi, sur le plan politique, c'est un échec grave qu'il ne faut même pas pardonner à l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS doit changer cette constitution, pas pour s'éterniser au pouvoir, mais pour donner le salut au peuple congolais. Nous n'avons pas besoin des hommes forts, nous avons besoin des institutions fortes. Mais ces institutions fortes ne peuvent être construites que sur base des textes rédigés par les Congolais, pour les Congolais et au Congo. Après une formation sur le processus d'identification et d'analyse des eaux des forages, la coordination urbaine du ministère de l'Environnement et Développement durable a procédé à la remise des brevets aux participants, désormais un canal pour sensibiliser la population sur un bon usage des eaux des forages. Lionel Ngolo. Cette remise de brevets a sanctionné la brillante formation du renforcement des capacités des agents de la coordination urbaine sur les processus d'identification et d'analyse des eaux de forage dans la ville-province de Kinshasa, organisé le mardi 5 novembre 2024 dernier dans la salle des conférences, et c'est signé la coordination urbaine du ministère de l'Environnement et Développement durable par sa direction des ressources des eaux en ville-province de Kinshasa. Sous la modération du chef de bureau, Parfait Massamouna, cette activité a été marquée essentiellement par la présence de plusieurs cadres du ministère de l'Environnement et Développement durable, je cite, la coordination urbaine de Lukunga, de Tchangou et de Moamba. Informer la population congolaise par les canaux de ses agents sur la gestion d'eau en qualité et en quantité et pour éviter justement la pollution de nos eaux, et plus précisément souterraines, appelées autrement des eaux de forage. Pour Madame Lydie Kabila, coordonnatrice urbaine de Lukunga et une lauréate du jour, les impressions ne sont que positives. Ça nous a exhorté de pouvoir aller vérifier tous ceux qui ont des forages, leur donner des enseignements qui sont vraiment fiables pour qu'ils puissent les aider aussi à bien utiliser leurs forages. Rappelons que chaque année, la direction des ressources en eau organise la formation des renforcements des capacités en faveur de ses agents, tant national et provincial. Pour l'année 2024, la réussite est totale.
Les véhicules de dépannage de la police nationale congolaise ne vont plus remorquer les véhicules mal garés sur la voie publique à travers la capitale. La décision a été annoncée par le commissaire provincial de la police nationale pour la ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalima a également instruit qu'aucun véhicule ne peut être arrêté sur les avenues 24 novembre, l'avenue des Huileries à partir de la Régie des Eaux jusqu'au Palais du Peuple, ainsi que sur le boulevard du 30 juin et l'hôpital du Cinquantenaire. Le commandant de la ville invite à cet effet les victimes des camions de dépannage à saisir la hiérarchie de la police. En sport, sachez que les Léopards de la RDC ont débuté hier lundi leur rassemblement à Abidjan en marge des 2 matchs contre la Guinée et l'Éthiopie dans le cadre de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Lionel Ngolo pour plus de précisions. Les Léopards messieurs commencent déjà les rassemblements ce dimanche 10 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire dans la perspective de leur match contre les séries nationales de la Guinée. Le staff technique des Léopards est déjà arrivé dans la capitale ivoirienne. Le sélectionneur national avait dernièrement publié la liste de 26 joueurs devant défendre le couleur national lors des 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le technicien français Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, a convoqué Oscar Kabwik pour remplacer Gaël Kakuta, blessé lors des matchs avec son club. En conséquence, Kakuta sera absent lors de la trêve internationale de novembre. Durant cette période, la République démocratique du Congo doit affronter la Guinée le 16 novembre 2024 à Abidjan, puis l'Éthiopie le 19 novembre 2024 à Kinshasa, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Oscar Kabwit, attaquant du tout-puissant Mazembe, a été appelé à renfort. Âgé de 19 ans, Kabwit devient le premier joueur évoluant dans le championnat local à être convoqué par Sébastien Desabre depuis des ans maintenant. Cette sélection marque un tournant car peu de joueurs locaux ont été appelés sous la direction des Desabre. Parmi les rares joueurs des championnats locaux déjà convoqués, on compte Shadrack Boka, Miché Miké, tous les deux de Saint-Ola Lupopo et Philippe Kinzumbi du tout-puissant Mazembe. Parmi les blessés, on note à la dernière minute le forfait de Yohan Wissa annoncé par son club alors qu'il était en route pour la sélection. Déjà qualifié, rappelons que la République démocratique du Congo affronte ce samedi 16 novembre à Abidjan la Guinée et puis le mardi 19 novembre à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte la sélection éthiopienne. C'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.